La découverte de crack. Je vous propose une perspective ethnologique, un regard ethnologique sur ce film. Alors que la majorité des personnes que je connais voyaient dans Crack une synthèse de l'histoire du Québec, moi, je voyais plutôt un portrait de la culture québécoise, une magnifique synthèse, en fait, de l'histoire culturelle à travers un objet, mais une famille aussi. Frédéric Bach, en fait, ne représente pas véritablement l'histoire. Il propose plutôt une lecture ethnographique de la culture populaire. On y voit des repères historiques à travers la technologie, le train, la voiture, l'avion, mais il représente la vie quotidienne à partir de cet objet singulier que l'on retrouvait dans toutes les maisons du Québec. Et je me suis questionné sur les sources d'inspiration de Frédéric Bach et j'ai quelques pistes. Ma première hypothèse, hypothèse de départ, c'est que Frédéric Bach adopte une perspective ethnologique inspirée des travaux d'ethnologues et d'historiens de la culture. Son film est construit comme une exposition thématique en réalité. C'est inspiré du courant, à mon sens, de la nouvelle muséologie qui accorde une priorité à la culture populaire. La chance berçante, ben, elle devient le fil rouge, le fil conducteur du récit. Comme dans une exposition, eh ben, le récit se construit autour d'objets et de mise en scène scénographique de la vie quotidienne sur 2 siècles. En fait, on se déplace de la maison au village, à la maison, au centre-ville. Euh, je me suis questionné, bien sûr, sur sa source d'inspiration et je me suis dit qu'il avait peut-être pris connaissance de cet ouvrage de Paul-Louis Martin, ethnologue, publié en 1973, un ouvrage qui a été largement diffusé à l'époque, sur la berçante québécoise. Il s'agissait de son mémoire de maîtrise. Dans les années 70, il y a un intérêt grandissant pour l'étude de la société traditionnelle, mais aussi on s'intéresse aux meubles anciens, aux antiquités, à la culture populaire. Et parmi les sources d'inspiration, je reviendrai sur le concept de civilisation traditionnelle, mais il me semble que c'est très proche hein, des travaux de Robert Lionel Séguin, qui a été archiviste, conservateur, historien de la culture matérielle, qui a publié un ouvrage marquant sur la civilisation traditionnelle dans les années 70, c'est sa thèse de doctorat, la civilisation traditionnelle de l'habitant. Lui-même s'était inspiré sans aucun doute des travaux de André Varagnac, folkloriste. Pardon, je reprends. Euh, Robert Lionel Séguin s'était sans aucun doute inspiré des travaux du folkloriste et ethnologue français André Varagnac sur la civilisation traditionnelle et les genres de vie. Varagnac a notamment influencé les ethnologues et les muséologues du Musée des Arts et Traditions populaires à Paris. C'est un thème qui était particulièrement populaire dans les années ça commence à peu près dans les années 50, mais qui va connaître une grande popularité au Canada dans les années 60 et 70, autour de Luc Lacourcière, des archives de folklore à l'Université Laval, entre autres, qui va donc les archives qui vont donner naissance au programme d'ethnologie du Québec. Et puis, on doit considérer le cadre de vie. En fait, que représente Frédéric Bach dans cette saga familiale? Euh, eh ben, je crois que c'est précisément la civilisation traditionnelle. Un des meilleurs représentants de ce courant qui a été un best-seller, ben, je parle ici des 4 volumes et 4 saisons de Jean Provencher consacrés à la vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent. Hein, Provencher nous présente une société qui est longtemps restée traditionnelle, dont le mode de vie se construisait autour du cycle calendaire, donc une société très enracinée dans des coutumes et des traditions populaires. Et ça, on le voit très bien. D'ailleurs, c'est une des sources d'inspiration qu'on voit dans le film. Ces dessins de Louis-Edmond Mascotte, comme celui-ci, Le Mardi Gras à la campagne.
Alors, on est dans une conception cyclique de la vie, des saisons, hein, autour des fêtes calendaires. C'est une période historique euh, pour laquelle on pourrait dire en quelque sorte une période idéalisée, hein, centrée sur un mode de vie autarcique, et c'est ce qui nourrit d'ailleurs le mythe de cette période historique. Qu'en est-il par ailleurs de son approche muséologique? Ben, moi, j'y vois encore une fois des parallèles avec l'histoire de la muséologie et le travail des ethnologues. En fait, je pense plus particulièrement au Musée des arts et traditions populaires et son premier directeur, Georges-Henri Rivière, qui va définir ce concept de musée dans les années 30, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une période en Europe de grande effervescence où on assiste à de grandes expositions coloniales, hein, mais ce sera la fin. Après la Deuxième Guerre mondiale, on entre dans un autre monde. Mais au-delà des expositions coloniales, on observe un phénomène, en fait, tous les ethnologues européens l'observent depuis le début du 20e siècle. On assiste à la fin du monde rural. C'est l'industrialisation, mais c'est surtout, quand on évoque la fin du monde rural, c'est la migration massive de gens qui, autrefois majoritairement, se trouvaient à la campagne et qui vont se retrouver dans les grandes villes. Il y a une prise de conscience en Europe, mais ce sera la même chose ici après la Deuxième Guerre mondiale, prise de conscience que on a tout un monde de traditions qui disparaît et ça va alimenter les travaux des ethnologues français pendant une très longue période. Alors, euh, on, Georges-Henri Rivière va développer aussi un concept euh, intéressant pour la muséologie, c'est celui d'unité écologique. On a un bel exemple ici avec cette reconstitution dans la section on présente l'Aubrac dans la galerie culturelle du Musée des arts et traditions populaires. En fait, les ethnologues vont parcourir la France rurale et ils vont, dans certains cas, euh, conserver intégralement tous les objets qui représentent des cadres de vie spécifiques, comme celui-ci. C'est un concept qui nous permet d'entrer dans une sorte de musée fait de dioramas avec des objets qui sont pris séparément, n'ont aucune valeur, mais replacés dans leur contexte, un peu à la manière d'une fouille archéologique. En les replaçant en contexte, ben, ils nous permettent d'entrer dans l'univers culturel. Ces unités écologiques, pourquoi? Parce que on retrouve ce même concept dans le film de Frédéric Bach. Euh, le lieu central du récit, c'est la cuisine. C'est cet espace de vie le plus important dans la culture québécoise et ça va très loin d'ailleurs. Vous avez des spécialistes qui sont penchés sur ce phénomène. Je pense à Desaulniers, par exemple, à l'UQAM, qui s'est intéressé à la représentation de la cuisine, même qui va devenir le centre des premiers téléromans québécois, La famille Plouffe, et ça va se poursuivre jusqu'à La Petite Vie et d'autres grandes séries. Donc, c'est un cadre de vie qui est particulièrement représentatif pour les Québécois. Alors, pourquoi parler de l'objet parfait? En fait, je vous invite à me suivre sur cette piste parce que de mon point de vue d'ethnologue et de muséologue, cette chaise berçante de Frédéric Bach constitue l'objet parfait, l'objet muséologique parfait. C'est un objet utilitaire, d'abord et avant tout. C'est un meuble singulier de la culture propre à la culture matérielle d'Amérique du Nord. On retrouve cet objet en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Mais c'est un objet ethnographique qui ici s'inscrit dans une série de pratiques culturelles que nous montre Frédéric Bach et qui témoigne en fait de l'univers de référence, de ce Québec rural idéalisé. Euh, mais en même temps, cet objet, il nous le montre très bien, Frédéric Bach.
Il a des usages multiples, il permet de se détendre, de discuter. C'est là où on s'assoit pour raconter. Les enfants s'amusent aussi. Frédéric Bach en fait du même coup un objet mémorial. C'est l'objet qui déclenche la mémoire. Et je pense qu'on peut faire le parallèle avec une exposition significative consacrée aux mémoires québécoises. Il s'agit de l'exposition Mémoire, exposition inaugurale du Musée de la Civilisation, imaginée par l'équipe du CELAT euh, et projet sous la direction de Philippe Dubé et de Raymond Monpetit. La cuisine constituait en fait euh, l'introduction à cette exposition. Hein. C'est là où on pénètre dans la culture québécoise. C'est une pièce unique, centrale depuis le 17e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle et même au début du 20e siècle. Et ça reste ensuite la pièce hein, où on se réunit, où on cuisine, où on se réchauffe, où on reçoit la parenté, où on fête, parce que le salon, c'est autre chose. Le salon, c'est pour les occasions exceptionnelles pour certains jours de l'année, mais la cuisine, c'est l'espace de convivialité, c'est l'espace de la sociabilité. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans cette photographie prise par Bernard Schill de cette zone mémoire nostalgique, eh bien, il ne s'agit pas d'une unité écologique, comme on vient de le voir précédemment. Cette représentation de la cuisine est un espace imaginé, par les Québécois. En fait, c'est une composition de tous les objets qui sont des déclencheurs de mémoire. D'ailleurs, à l'époque, au Musée de la Civilisation, on recevait très souvent des commentaires de visiteurs en disant il y a des anachronismes, il y a des erreurs. Mais c'était tout à fait délibéré. En fait, les gens s'arrêtaient pendant de longues périodes devant ces objets et ça permettait de déclencher des souvenirs dans la mémoire des visiteurs. Autre particularité dans ce film qui est particulièrement intéressante, ça c'est certain, Bach a parsemé son récit de références à l'histoire de l'art du Québec. On y voit notamment Grégoff. Hein, il nous propose une histoire de l'art en filigrane, hein, mais dans une approche ethnographique, humanisée, en lien avec la culture populaire. J'aurais pu multiplier les exemples, mais j'ai choisi celui-ci d'Horacio Walker et qui a représenté des scènes mémorables de l'île d'Orléans, hein, un monde qui n'existe plus. Mais on voit aussi dans le film Jean-Paul Lemieux, des paysages divers, des images inspirées des dessins et des gravures de Louis de Montmescotte, d'Henri Julien, autant d'œuvres en fait qui préparent à la conclusion du film, j'y reviendrai. Objet muséologique. Alors, pour qu'il y ait objet muséologique, il doit y avoir d'abord permanence de l'objet. Je vais tenter de démontrer en quoi cet objet est un objet de musée, hein, un sémiophore, un objet usuel fabriqué par l'habitant. Euh, il est important, cet objet. Il traverse en fait près de 2 siècles. Hein. Si, Si on s'attend plus particulièrement à la culture matérielle qui est représentée, l'histoire devrait à peu près se situer, devrait débuter autour de 1800 et se terminer dans les années 1970 et 80. Eh bien, cet objet, lorsqu'il est prisé, ben, on le répare, on le repeint. Et cette berçante, elle traverse le temps. Et Frédéric Bach prend soin de nous montrer que il ne s'agit pas que d'un objet, c'est un personnage. Hein. L'objet est vivant. Si théoriquement, en fait, tous les objets peuvent devenir, bon, oui, théoriquement, des objets de musée, il faut pourtant que l'objet de la vie quotidienne, chargé de sens dans l'histoire culturelle d'une communauté, acquiert une valeur ethnographique. Et ça, on le voit très bien parce que cette chaise berçante est liée à des rites de passage, à des moments importants de leur vie, à des fêtes, à des rituels. Et puis, pour que l'objet devienne objet de musée, il doit être perdu. Il doit y avoir perte de la fonction initiale. Hein. Tous les théoriciens de la muséologie s'entendent là-dessus.
Un objet qui perd sa fonction initiale, ben, acquiert toute une série de fonctions secondaires, culturelles, qui font de cet objet un objet euh, culturel avec une grande signification, donc un sémiophore au sens de Christophe Pommian. Ben, la chaise, elle sera jetée, hein, abandonnée. Mais comme très souvent les objets qui témoignent du passé sont jetés, détruits ou simplement abandonnés. Ça a été le cas de tout ce mobilier ancien en bois qui témoignait de la civilisation traditionnelle. Après la Seconde Guerre mondiale, et avec l'entrée du Québec dans ce que les sociologues vont appeler les Trente Glorieuses, donc grand développement économique, en même temps apparition de la classe moyenne, on va se départir de ces objets-là. On va les abandonner, mais c'est aussi la période où les antiquaires vont rechercher ces objets-là, vont les acquérir pour quelques dollars et vont les revendre sur un marché américain qui recherchait ce type d'objet. Alors, l'objet est perdu euh, parce qu'il y a la perte de la fonction initiale, mais il est aussi retrouvé. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi dans le film, c'est que la motivation, euh, telle que nous le présente Frédéric Bach, elle vient de la nostalgie, c'est-à-dire qu'il nous représente l'urbanisation, la perte de contact avec la nature, il nous montre ces HLM avec ces personnes qui écoutent, on entend la musique des belles histoires des pays d'en haut, donc cette grande série télé qui est une série culte maintenant. Et en gros plan, il nous montre ces gens dans ces HLM, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se bercent, ils écoutent une émission qui leur fait revivre un passé qui n'existe plus, mais qui leur rappelle leur origine. L'objet, il est retrouvé juste avant d'être détruit. Alors ça, c'est c'est un des grands mythes du monde des antiquités au Québec. C'est au moment où tout disparaît, quelqu'un reconnaît l'objet. Ici, la valeur de l'objet. Et ici, c'est le gardien du musée, hein, qui emprunte d'une certaine façon le rôle de conservateur. Il ne l'est pas, hein, parce que les conservateurs, surtout dans ce musée qui nous est représenté, c'est un conservateur classique, hein. C'est un musée d'art centré sur la culture savante. Donc, notre gardien, c'est quelqu'un de modeste qui reconnaît pourtant la valeur culturelle de la berçante, qui a perdu sa fonction d'usage. Donc, il va la sauvegarder et comme tous les amoureux du patrimoine, de ces objets anciens, parce qu'ils arrivent à décoder et à voir la valeur de ces objets-là, il va restaurer, réparer ces objets, cet objet, et il va la réintroduire dans une salle d'exposition par la porte d'en arrière d'une certaine manière. Mais ce gardien, il va il engage un transfert de valeur à une nouvelle génération. Et ça, c'est ce qui est particulièrement magnifique dans le film. En fait, le gardien permet de révéler la valeur culturelle de l'objet. Il y a donc redécouverte de l'objet, hein, c'est fondamental pour construire la valeur muséale. C'est d'ailleurs dans les années 70 et 80 qu'à peu près tous les musées du Québec vont faire entrer dans leur collection des meubles anciens qui témoignent, comme la berçante, mais comme d'autres aussi. Si on pense aux armoires à pointe de diamant, des tables, des chaises qui témoignent de la période pré-industrielle. En fait, la fonction du musée, c'est de révéler le sens des choses et des objets. Et en entrant au musée, ben, la Bersande, c'est peut-être anachronique, oui, à première vue avec l'art contemporain, mais pourtant, Frédéric Bach entreprend de révéler le sens de l'objet, ses liens avec la culture. Il montre plutôt, en fait, les liens entre cet objet du quotidien et les œuvres, particulièrement quand les lumières s'éteignent. Et là, on entre dans l'inconscient, on accède à la mémoire collective d'une certaine manière, et ces objets et les œuvres et les couleurs font partie, et ça, il le montre de manière
magnifiques font partie d'un même univers culturel. Et ça, ce lien, ben, il tient à la culture populaire, aux traditions, aux rites de passage, à la musique, en fait, à tout ce qui berce la culture commune. L'historien Pierre Nora dirait que on est devant un lieu de mémoire, un lieu de mémoire commun propre à la communauté. Euh, Frédéric Bach a raison dans son interprétation. Il n'y a pas d'opposition fondamentale entre culture populaire et culture savante, entre tradition et modernité. L'une répond à l'autre et Frédéric Bach propose cette interprétation au moment même où le ministère de la Culture propose une nouvelle approche muséologique. C'est Denis Vaugeois, ministre de la Culture, qui, quelques années avant la réalisation de ce film, suggère de faire du Musée du Québec un musée à double vocation, art et société. Bon, bien sûr, le projet a finalement été abandonné, mais c'est important parce que cette étape va donner naissance au Musée de la Civilisation 3 ans après la sortie du film. Donc, le Musée de la Civilisation qui va contribuer à révolutionner la muséologie au Québec. Et c'est le modèle de musée de société du Musée de la Civilisation développé au sein du Musée de la Civilisation va se diffuser ailleurs dans le monde. En visionnant le film, peut-être pour la 101e fois, il m'a semblé que Frédéric Bach fait exactement ce que font les musées avec des objets. Mais il le fait en créant une œuvre cinématographique. Hein, moi, j'y vois en tout cas une magnifique synthèse de ce qu'est un objet de musée. Et puis, bon, on y découvre en même temps la fonction fondamentale des musées, qui est de révéler la culture. C'est-à-dire ici, on pense à la mémoire collective. Et pour toutes ces raisons, on peut dire qu'on est en face d'un véritable chef-d'œuvre du cinéma d'animation. La Berçante n'est-elle pas, d'une certaine manière, ou à sa manière, un chef-d'œuvre de la culture populaire? Je pense que ce film, pour toutes ces raisons, mérite d'entrer dans l'histoire de la musée québécoise parce qu'il la résume admirablement bien. Voilà, je m'arrête ici.